Euh, voilà, donc on commence par, donc c'est la troisième séance de l'université d'été de l'AFPS. Donc nous sommes heureux d'accueillir, même à distance, mais bon, on n'a pas d'autre choix, nos amis Inès Abderrazak, qui est franco-palestinienne et qui est directrice du plaidoyer pour l'ONG PIPD, Palestine Institute for Public Diplomacy. Elle est membre active du laboratoire d'idées Al-Shabaka et membre du CA de l'entreprise sociale Build Palestine. Mais également notre ami François Dubuisson, professeur du droit international à l'Université libre de Bruxelles, donc pour parler de la question de la Cour pénale internationale et la Palestine, qu'est-ce qu'elle peut apporter pour les Palestiniens. Donc c'est une séance qui va durer à peu près 1h30, on peut déborder un petit peu plus, mais tout le monde va être libéré pour voir le match de foot, tout en espérant que la France ne perde pas, parce que sinon elle va se retrouver face à la Belgique au huitième de finale, et je n'ai pas envie que François me nargue après si jamais la France elle perd contre la Belgique. Blague à part, donc on va commencer par donner la parole à François. Un peu pour rappeler les différentes étapes qui ont fait que la CPI s'intéresse maintenant au cas palestinien. Et puis, bon, même si notre public il est averti, mais il a peut-être besoin d'un éclairage un peu spécial sur l'acheminement de cette procédure qui a mis beaucoup de temps à avancer depuis l'admission de la Palestine, plutôt l'acceptation de la Palestine, la signature de la Palestine du traité de Rome jusqu'à maintenant la volonté de la CPI d'ouvrir une enquête contre les crimes israéliens. Il y a quand même plusieurs années qui se sont écoulées. Donc, il va nous éclairer un petit peu sur ces questions. Puis après, bien sûr, notre amie Inès Abdelrazak, elle va nous parler un petit peu de qu'attendent les Palestiniens de cette juridiction et puis comment ils se préparent-ils pour faire face à différentes pressions sur la Cour pénale internationale qui est faite de plusieurs côtés, y compris ici en France, pour qu'elle abandonne les poursuites contre les crimes perpétrés par les dirigeants israéliens. Nous nous intéressons effectivement à ce cas de la CPI au sein de la FPS depuis très longtemps, depuis qu'on a commencé à parler de depuis que la Palestine a commencé à parler de sa volonté de rejoindre la Cour pénale internationale. Et nous savons que c'est un combat qui est mené des deux côtés, les pro-palestiniens d'un côté dont nous sommes partie entière, et puis de l'autre, tous ceux qui veulent dissimuler les crimes israéliens et lui assurer une impunité totale. Hier, je feuilletais un petit peu ce qui a été fait, par exemple, dans l'autre côté, puis j'ai envoyé un lien à Guy qui va peut-être vous le montrer tout à l'heure, que plusieurs personnalités se sont constituées amies de la Cour en faveur d'Israël pour que la CPI ne poursuive pas ses investigations ou bien ne décide pas des investigations contre les crimes israéliens. Et parmi ces gens, bon, une personnalité très connue, très respectée ici en France, je cite le cas de Robert Badinter. Et donc, avec 5 autres juristes, ils ont fait un mémorandum de 12 pages pour inciter la Cour à abandonner les poursuites contre les criminels de guerre israéliens, et en se basant sur le fait, il n'a pas dit que ces crimes n'existaient pas, mais en disant que la Palestine n'est pas un État. Donc, de notre côté, bien sûr, on s'est mobilisé effectivement pour permettre à cette juridiction internationale d'enquêter sur les crimes israéliens et mettre fin à l'impunité d'Israël. Nous avons déjà en 2015 édité une brochure avec la Fondation Gabriel Péry qui est intitulée La Palestine et la Cour pénale internationale, avec la contribution de 3 juristes
reconnus internationalement, qui sont donc Christine Chaney, qui était une experte de l'ONU et qui avait présidé une commission d'enquête du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies sur les crimes commis par Israël dans les territoires palestiniens occupés en 2013. Il y avait aussi Alia Hawn, qui est une juriste franco-libanaise, et puis également William Bourdon, qui s'est beaucoup intéressé à la question de la Cour pénale internationale et à la Palestine. Donc, nous avons également organisé un colloque à l'Assemblée nationale pour mobiliser un peu les députés sur cette question. Et puis, c'est tout naturellement que la FPS a choisi parmi les 5 thèmes de l'université d'été celui de la question de la juridiction internationale et puis l'impunité d'Israël et la Cour pénale internationale et sa compétence sur le territoire palestinien occupé. Donc, c'est pour ça que nous organisons aujourd'hui cette séance. Et sans tarder, parce que de toute façon, l'essentiel va être dit par nos 2 invités, je donne la parole à François pour nous éclairer sur ce cheminement qui aboutit à ce que la CPI s'intéresse à la question de la Palestine. À toi la parole, François. Merci Taoufik, et donc merci pour l'invitation qui m'est faite d'intervenir ici. Je vais tout d'abord faire quelques rappels très généraux concernant la compétence de la Cour pénale internationale et un certain nombre de ses caractéristiques, pour ensuite examiner plus spécialement l'application dans le cas de la Palestine. Mais je pense qu'il est important de faire quelques rappels dans un premier temps. Alors, tout d'abord, il faut rappeler simplement qu'il s'agit d'une juridiction internationale qui a une compétence en matière pénale, c'est-à-dire que sa compétence va s'exercer à l'égard d'individus. Donc, dans le cas de la Palestine et d'Israël, la Cour pénale ne va donc pas juger Israël, mais devrait juger, le cas échéant, un certain nombre d'individus qui seraient responsables de crimes. Et la Cour est compétente pour 4 catégories de crimes: les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, le crime de génocide et le crime d'agression. Alors, les 2 derniers ne nous intéressent pas véritablement, puisque soit ils ne sont pas pertinents, soit ils ne sont pas applicables, comme le crime d'agression qui n'est applicable qu'à des conditions très particulières. Et ce qui est important également, c'est de rappeler quels sont les critères de compétence de la Cour pénale internationale, puisque c'est ça qui était susceptible de poser question. Alors, la Cour peut exercer sa compétence donc à l'égard des crimes que j'ai mentionnés, dans 2 situations principalement. Lorsque la personne qui est soupçonnée des crimes est d'une nationalité d'un État qui est partie au statut de la Cour pénale internationale. Donc, c'est tout d'abord le critère de nationalité. Et puis, le second critère, c'est un critère de territorialité, c'est-à-dire il s'agit de la compétence à raison du lieu où le crime a été commis, et il faut que ce lieu soit situé sur le territoire d'un État parti au statut de Rome. Dernière possibilité de compétence, c'est une compétence qui serait établie par le Conseil de sécurité, mais bien entendu, s'agissant de la situation en Palestine, il est tout à fait inenvisageable que le Conseil de sécurité ait pu à quelconque moment donner compétence à la Cour pénale internationale. Alors, s'agissant de la situation de Palestine plus spécialement, il faut tout d'abord partir du constat qu'Israël, bien entendu, n'est pas parti au statut de la Cour pénale internationale. Donc, via les compétences à l'égard de l'État d'Israël, il n'y a aucune voie qui était possible. Par contre, la Palestine a adhéré au statut de la Cour pénale internationale en janvier 2015. Alors, elle avait déjà fait des tentatives d'attribution de compétences auparavant, mais je ne vais pas m'y attarder parce que ça nous emmènerait trop loin. Mais après avoir été admis au sein des Nations Unies comme étant un État observateur, et puis déjà quelques mois auparavant comme étant État membre de l'UNESCO, donc fort de cette reconnaissance internationale, la Palestine a entamé des démarches pour adhérer, devenir partie au statut de Rome et devenir membre de la Cour pénale internationale. Et elle a accompagné cette adhésion d'une déclaration qui permet de faire remonter la compétence de la Cour au 13 juin 2014. C'est-à-dire qu'en principe, la compétence de la Cour
ne fait que, en réalité, ne fait que commencer après l'entrée en vigueur du statut à l'égard de l'État, mais il est possible par une déclaration de faire anticipativement remonter la compétence de la Cour. Et la date, évidemment, n'a pas été choisie par hasard, c'est le début de la guerre de Gaza de l'été 2014. Alors, suite à cela, le bureau du procureur a ouvert ce qu'on appelle un examen préliminaire, c'est-à-dire que le bureau du procureur, qui est chargé des poursuites, doit commencer, avant d'ouvrir une enquête, doit commencer par vérifier que, d'une part, il y a bien des crimes relevant de la compétence de la Cour qui ont été commis, ça c'est la première chose, et puis il a vérifié que tous les éléments de sa compétence sont réunis. Et s'agissant de la Palestine, évidemment, il y avait un certain nombre de questions qui se posaient, en particulier le fait de savoir si la Palestine était bien un État et qu'elle, dès lors, elle pouvait à ce titre-là devenir partie à la Cour pénale internationale. Et puis, il s'agissait de déterminer quel était le territoire précisément de la Palestine et donc quels étaient les critères de la compétence territoriale de la Cour. Alors cet examen préliminaire, il a été extrêmement long en réalité puisqu'il a pris 5 ans et il a fallu attendre décembre 2019 pour que le bureau du procureur prenne position et qu'il décide finalement positivement en prenant comme position une décision d'ouvrir une enquête, c'est-à-dire considérer que la Palestine doit bien être considérée comme étant un État pour les besoins de l'exercice de la compétence de la Cour pénale internationale, que la compétence de la Cour sur le plan territorial peut s'étendre à l'ensemble des territoires palestiniens occupés, c'est-à-dire Gaza, la Cisjordanie et Jérusalem-Est, et que, de prime abord, selon la documentation disponible, il y a bien une série de crimes qui pourraient relever de la compétence de la Cour, qui ont été commis depuis 2014, et en particulier ce que la Cour avait identifié, c'est 4 catégories de crimes. Tout d'abord, les crimes commis durant la guerre de Gaza de l'été 2014, tant des crimes commis par les forces israéliennes que des crimes commis par des groupes palestiniens, en particulier le Hamas, en visant les tirs de missiles. Des crimes commis à l'occasion de la répression de la Grande Marche du Retour d'avril 2018, lorsque les forces israéliennes avaient fortement réprimé ces marches en tirant sur des civils. Et puis, 4e catégorie de crimes, tous les crimes liés à l'entreprise de colonisation, c'est-à-dire à l'installation de populations civiles en territoire palestinien occupé. Et tous ces crimes sont qualifiés par le bureau du procureur de crimes de guerre. Donc, à ce stade-là, le bureau du procureur n'a retenu que des crimes de guerre, c'est-à-dire des crimes commis dans le contexte soit du conflit armé avec des groupes palestiniens, soit dans le cadre de l'occupation israélienne. Alors, ces crimes-là sont donc fondés soit sur la nationalité palestinienne des supposés responsables, ça vise les responsables membres de groupes palestiniens, mais également la compétence territoriale, ce qui permet donc d'inclure tous les crimes commis par des Israéliens, par des responsables de l'armée israélienne, voire par des dirigeants politiques israéliens, notamment s'agissant de la colonisation. Néanmoins, comme il y avait des questions délicates à trancher, le bureau du procureur a préféré demander, comme le statut lui permettait, à demander à une chambre de la Cour, c'est-à-dire au juge de la Cour, de statuer pour confirmer l'étendue de la compétence territoriale de la Cour pénale internationale dans la situation de Palestine. Donc c'est quelque chose qui peut être fait, qui n'est pas fait automatiquement, mais le bureau du procureur a fait le choix de demander une sorte de confirmation par des juges, et ça a pris environ 1 an de procédure, et c'est dans ce contexte-là, comme l'a rappelé Taoufik, que toute une série d'organismes ou de personnalités avaient envoyé ce qu'on appelle des amicus curiae, c'est-à-dire des mémoires à la Cour pour lui indiquer la voie à suivre, soit dans un sens, soit dans un autre, à l'aide d'argumentation juridique. Et puis, donc, une série de personnalités avaient pris position en faveur, disons, de la position israélienne, consistant à inciter la Cour à ne pas se considérer comme étant compétente. Alors, la Chambre préliminaire a rendu finalement son jugement le 5 février dernier, comme vous le savez,
probablement. Et la Chambre s'est prononcée sur 3 aspects particuliers, et elle a été dans le sens de confirmer la position du bureau du procureur et dès lors confirmer la compétence de la Cour pénale internationale. Alors, quelles étaient les 3 questions sur lesquelles elle devait se positionner? Il y avait tout d'abord le fait de déterminer si la Palestine était bien un État qui avait pu adhérer au statut de la Cour pénale internationale et dès lors conférer compétence à la Cour pénale internationale. Et sur ce point, donc, la Chambre, alors je précise que la décision a été adoptée par un vote de 2 juges contre 1. Donc, la Chambre a considéré que la Palestine devait bien être considérée comme étant un État partie. La Chambre a indiqué qu'elle ne voulait pas se prononcer de manière générale si en droit international la Palestine devait être considérée comme étant un État, mais qu'elle ne se prononçait que pour les besoins de l'application du statut de Rome. Et donc, dans ce cadre-là, elle a constaté que la Palestine ayant été admise comme État observateur et puis ayant suivi toute la procédure prévue par le statut en ayant déposé son acte d'adhésion auprès du secrétaire général. Et comme il n'y avait pas eu particulièrement d'objections qui avaient été soulevées par les autres États partis au statut de Rome, eh bien, il fallait bien considérer que la Palestine était un État parti au sens du statut de Rome et qu'à ce titre-là, elle pouvait, sur le principe, conférer compétence à la Cour pénale internationale. Le deuxième aspect, c'était de déterminer quel était le territoire de la Palestine, puisque comme je vous l'ai expliqué, un élément tout à fait essentiel pour que le bureau du procureur puisse enquêter sur les crimes commis par soit l'armée israélienne, soit des dirigeants israéliens, eh bien, il faut qu'il soit situé sur le territoire d'un État parti, en l'occurrence donc sur le territoire de la Palestine. Et comme Israël conteste en réalité le territoire palestinien, dit Israël a annexé Jérusalem-Est, a toujours des prétentions à la souveraineté sur tout ou partie de la Cisjordanie, eh bien, il y avait là une contestation qu'il s'agissait d'éclaircir, de trancher pour déterminer quel était le territoire palestinien dans le cadre de la Cour pénale internationale. Eh bien, en ce sens-là, la Chambre, en se basant sur les résolutions des Nations Unies, en se basant sur le droit à l'autodétermination du peuple palestinien, a considéré que le territoire qui était reconnu finalement comme assiette territoriale pour le droit à l'autodétermination des Palestiniens était bien constitué de Gaza, de la Cisjordanie et de Jérusalem-Est, et que dès lors, le bureau du procureur pouvait enquêter sur tout crime qui s'était déroulé sur l'ensemble de ces territoires. Donc ça, c'est un élément évidemment tout à fait essentiel, puisque ça confirme que finalement, le territoire auquel ont droit les Palestiniens et sur lequel doit être considéré comme étant établi l'État palestinien, c'est bien l'ensemble des territoires constitués par Gaza, la Cisjordanie et Jérusalem, c'est-à-dire les éléments, le territoire en deçà ou au-delà de la ligne verte de 1967. Et enfin, troisième élément plus spécifique sur lequel la Chambre de la Cour a été assez rapide, c'était le fait de savoir quel était l'impact sur les compétences de la Cour pénale, l'impact qu'avaient les accords d'Oslo, puisque au titre des accords d'Oslo, c'est Israël qui a la compétence pénale pour tout crime commis par les Israéliens, par un Israélien, sur le territoire palestinien couvert par les accords d'Oslo, en particulier la Cisjordanie. Et de lors, un argument qui était soulevé par Israël ou par les défenseurs d'Israël dans le cadre de cette procédure, c'était de dire en réalité, la Palestine n'a aucune compétence pénale à l'égard des Israéliens, et dès lors, elle n'a pas pu concéder, elle n'a pas pu transmettre cette compétence à la Cour pénale internationale. Alors cet argument a été écarté par la Chambre en disant de manière assez lapidaire que les accords d'Oslo en réalité, ne pouvaient pas affecter la compétence territoriale de la Cour. C'était un accord particulier entre l'autorité palestinienne et Israël qui n'avait pas d'impact sur l'étendue de la compétence pénale de la Cour pénale internationale et que éventuellement ça pourrait donner lieu à des arguments particuliers procéduraux à des stades ultérieurs de la procédure, mais que ça n'affectait pas la capacité d'enquête du bureau du procureur. Et donc, suite à
ce jugement adopté en février 2021, eh bien, un mois plus tard, le bureau du procureur a formellement alors ouvert une enquête. Et donc, il faut bien savoir qu'après 5 ans, donc plus de 6 ans maintenant après l'adhésion de la Cour pénale internationale, on est simplement au début de l'ouverture d'une enquête. Cette enquête va donc porter sur, en tout cas, 4 catégories de crimes qui ont déjà été identifiés par le bureau du procureur, ceux que j'ai mentionnés. Mais le bureau du procureur avait déjà précisé qu'il s'agissait simplement de crimes qui avaient été identifiés de prime abord, mais que ça n'empêchait pas le bureau du procureur d'identifier encore d'autres crimes, de pousser plus avant son enquête. Et donc, c'était simplement les éléments, en tout cas les plus évidents, qui lui permettaient, à ce stade-ci, déjà de demander l'ouverture d'une enquête. Donc, pour tous les crimes, à la fois ceux déjà identifiés et éventuellement d'autres crimes, et évidemment, on pourrait y ajouter, par exemple, les crimes commis à l'occasion du dernier conflit de Gaza, le bureau du procureur va devoir dès lors réunir des preuves encore plus substantielles, plus précises que celles qu'elle a déjà pu réunir à l'heure actuelle. Et elle pourrait également envisager, en particulier, au-delà des crimes de guerre qu'elle a identifiés, elle pourrait envisager la question du crime d'apartheid, puisque le crime d'apartheid est un crime contre l'humanité qui est repris dans le statut de Rome. Et c'est d'ailleurs pour cette raison en particulier que à la fois B'Tselem et Human Rights Watch ont publié leur rapport sur le crime d'apartheid. C'est en particulier pour essayer d'inciter la Cour à investiguer cette question de l'apartheid dans le cadre de la procédure ouverte devant la Cour pénale internationale. Donc, il va y avoir des pressions, en tout cas pour le bureau du procureur, envisage d'intégrer dans son enquête le crime d'apartheid, ce qui permettrait d'avoir un tableau beaucoup plus global et généralisé de la politique d'occupation et de la colonisation, alors que pour le moment, le bureau du procureur a tendance plutôt à un petit peu fragmenter les crimes les uns par rapport aux autres sans suffisamment les globaliser. Alors, ce que le bureau du procureur va également devoir faire, c'est en réalité établir des responsabilités individuelles. L'enquête, elle doit déboucher en réalité sur des charges qui vont être imputées à des individus. Donc, il ne s'agira pas de juger Israël, comme je l'ai indiqué, ou de juger le Hamas, mais bien d'identifier des individus responsables de crimes. Et la Cour a comme politique toujours d'aller vers les plus hauts responsables, pas le soldat qui a tiré ou qui a appuyé sur le bouton, mais bien les commandants qui ont donné les ordres, les chefs d'état-major qui déterminent la politique de bombardement, par exemple, et les responsables politiques, en particulier s'agissant de la politique de colonisation. Ça renvoie évidemment à des responsables politiques israéliens. Et puis, un élément qui va être assez délicat à prendre en considération par le bureau du procureur, c'est un principe qui s'appelle le principe de complémentarité et qui veut que la Cour pénale internationale peut se décharger de sa compétence lorsqu'un État qui est compétent, et ici il peut s'agir tant de la Palestine qu'd'Israël, indique avoir ouvert ou être prêt à ouvrir des enquêtes pénales dans sa juridiction interne et de dire, écoutez, ne vous en occupez pas, c'est moi qui vais m'en occuper, je vais mener les enquêtes nécessaires et éventuellement, dès lors, mener des procédures pénales. Parce qu'on sait qu'Israël a pour habitude, en réalité, d'ouvrir très régulièrement des enquêtes, mais généralement de les terminer après quelques semaines ou quelques mois, généralement évidemment sans aucune poursuite au final, que ce soit pour des soldats ou encore moins évidemment pour des chefs d'état-major, des responsables supérieurs. Et donc là, évidemment, Israël va essayer probablement de jouer avec le principe de complémentarité pour dire qu'elle est en train d'examiner toute une série de questions. Ce qu'on peut en tout cas indiquer, c'est que, en tout cas pour un des aspects essentiels de l'enquête qui sera menée par la Cour pénale internationale, qui est la colonisation, là, évidemment, on est certain qu'il n'y aura aucune poursuite en droit israélien, puisque c'est une politique qui est menée de manière tout à fait officielle et qui est considérée comme étant légale au regard du droit israélien. Donc, on n'envisage pas, évidemment, une seule seconde que Israël ouvre des enquêtes pour installation illégale de populations civiles en territoire
occupés. À cet égard, le bureau du procureur, conformément à la procédure, avait envoyé une lettre au moment de l'ouverture de l'enquête, donc en mars dernier, a envoyé une lettre tant à la Palestine qu'à Israël pour leur demander de coopérer à l'enquête et leur demander leur position par rapport à ça. Et Israël a fait savoir qu'il ne voulait en aucun cas coopérer, ce qui va probablement quelque part faciliter la tâche au regard de la complémentarité, parce que si un État accepte de coopérer, c'est-à-dire qu'il accepte de donner des informations, il accepte d'indiquer s'il ouvre des procédures pénales ou pas, etc. Donc là, Israël aurait pu jouer avec ça s'il l'avait fait, mais il reste finalement avec sa position de refus en considérant que la Cour pénale internationale est tout à fait illégitime, abuse complètement de sa position, voire même est antisémite. C'était la déclaration qu'avait fait Netanyahou à cet égard. Alors, simplement pour conclure ce bref exposé, il faut donc s'attendre à ce que la procédure soit extrêmement longue, puisqu'on est simplement au début de l'ouverture d'une enquête. Il va falloir faire des enquêtes très serrées qui seront compliquées parce qu'Israël ne va pas coopérer et va même essayer de faire obstacle au travail du procureur, ne va pas donner accès ni à de l'information, ni au territoire palestinien, par exemple. Donc, il sera difficile d'aller faire des enquêtes sur place. Et donc, ça va donner lieu à pas mal de difficultés. Mais l'élément le plus simple, quelque part, c'est finalement la politique de colonisation, qui est un crime de guerre, et pour lequel, en réalité, Israël n'a aucune ligne de défense. Il assume complètement, et simplement, il considère de son point de vue que, s'agissant d'un territoire juif sur lequel il prétend avoir souveraineté, il n'y a aucun obstacle à ce qu'il puisse installer sa propre population en territoire palestinien occupé. Donc, il faut encore tenir à l'œil, évidemment, la suite de la procédure, parce qu'il s'agira encore d'un très long chemin avant qu'on puisse concevoir qu'il y ait des enquêtes ouvertes à charge d'individus qui seraient nommément cités et identifiés. De manière paradoxale, les enquêtes seront plus faciles à l'égard des responsables palestiniens parce que là, la Palestine est obligée de coopérer et en tant qu'État parti à la Cour pénale internationale, évidemment, il en va de sa crédibilité, évidemment, d'accepter de coopérer, ce que les groupes palestiniens avaient d'ailleurs accepté au moment de l'adhésion de la Palestine. Voilà, évidemment, on pourra revenir sur une série de points plus spécifiques lors du débat et lors des questions. Merci. Merci, merci beaucoup François. On reviendra un peu plus en détail sur un certain nombre de questions d'ailleurs qui ont été posées ou suggérées par d'autres personnes. Donc on va continuer donc avec Inès pour nous dire un petit peu pourquoi cette juridiction elle est importante pour les Palestiniens et puis comment ils s'organisent eux pour documenter les crimes israéliens et puis pour faire face aux pressions multiples qui sont exercées pour que les Palestiniens abandonnent la quête d'une justice internationale. À toi la parole, Inès. Merci, merci, bonsoir. Alors, je suis beaucoup moins érudit que François sur cette question. Je l'aborde d'un point de vue beaucoup plus, d'un zoom beaucoup plus large et plus en tant que, on va dire, direct avec les populations affectées plutôt que directement impliquées. Je ne suis pas juriste, donc je vais vous donner plutôt le point de vue politique et citoyen sur la question. Et en fait, donc, ce qui est clair et ce qui est très important pour les Palestiniens dans cette enquête, et en tout cas dans l'enquête qui doit avoir lieu, c'est de briser enfin, de manière tangible, le cycle de l'impunité. Ce qui se passe, en fait, c'est que pour la première fois, pratiquement, il est censé y avoir, alors il y a eu des enquêtes à l'ONU, il y a des enquêtes et des commissions d'enquête au Conseil des droits de l'homme, il y a eu des condamnations par la Cour internationale de justice, mais la CPI a de ça comme statut et comme, je pense, comme visibilité et poids politique qui est beaucoup plus important et qui, pour les Palestiniens en tout cas, semble dire que pour une fois, ils ont un certain recours en dehors du système colonial et du système finalement juridique
israélien qui n'est pas un système qui permet d'avoir réparation ou justice. Donc ça, c'est important parce que on va dire qu'on est dans un moment aussi politique et citoyen où toute la rhétorique et le discours autour de la Cour pénale internationale et de ce que la peut faire proposer comme avancée, on va dire, s'inscrit dans cette idée qu'il faut vraiment une responsabilisation d'Israël, ce qu'on appelle accountability en anglais, mais vraiment faire en sorte qu'Israël paye un coût et paye le prix de ses crimes, et contrairement à donc l'idée l'idée où le paradigme clairement en train de mourir ou déjà mort du processus de paix, d'Oslo, des négociations. Donc on est dans un nouveau chapitre et c'est vraiment un chapitre qui tend à dire il faut rendre responsables les Israéliens de leurs crimes et arrêter de croire que c'est en se mettant autour d'une table et en négociant qu'on va faire progresser la situation. Et donc je pense que ça c'est très important parce que justement ça s'inscrit aussi dans tout ce qu'a rappelé François dans l'évolution aussi de l'analyse de la réalité. Encore une fois, on n'est pas dans une réalité où il y aurait deux régimes distincts, d'un côté les Palestiniens, d'un côté les Israéliens. Alors quand on rentre dans la légalité des choses, en effet, la CPI fait bien la distinction. Elle va dans les territoires occupés. Mais il est vrai qu'il y a vraiment cette idée qu'Israël commet des crimes envers les Palestiniens et de fait reconnaît que l'autorité palestinienne derrière, ou en tout cas les Palestiniens ne sont pas souverains et qu'ils sont soumis à un régime israélien qui commet des crimes envers eux. Donc je pense que ça c'est vraiment le point et qui du coup fait partie aussi bien sûr de tout un tas d'autres initiatives qui est de faire en sorte qu'Israël soit mis face à ses responsabilités, que ce soit pour interdire le commerce avec les colonies, voilà, tout un tas encore une fois, de mécanismes qui vont dans la même direction de dire il faut faire en sorte que les Israéliens soient rendus responsables. Donc ça, c'est très important. Le deuxième point, c'est aussi que ça va permettre de démystifier ou en tout cas de déconstruire certains mythes très persistants également dans l'imaginaire collectif et dans le discours et l'opinion sur le fait qu'Israël serait une démocratie et que son système donc juridique, judiciaire et son système de cour seraient tout à fait à même de rendre justice et de rendre responsables les gens qui perpétuent des crimes de guerre ou des crimes contre l'humanité. Et donc, je pense que ça, c'est un point important sur lequel on va aussi insister, sur laquelle la société civile va insister. Le fait que, comme l'a rappelé François, les cours israéliennes, donc en fait, dans les territoires occupés, ce sont des cours militaires. Ce sont des cours militaires qui font semblant d'avoir un semblant de neutralité, encore une fois, d'ouverture d'enquête, etc. Mais quand on regarde à peu près les chiffres, il y avait des chiffres que j'ai regardés récemment suite à la guerre contre Gaza en 2014, sur 500 plaintes dans les tribunaux militaires directement qui ont été déposées, il y a eu 300 incidents, alors qui sont labellisés comme des incidents, qui ont été ouverts, qui ont été reconnus comme des incidents, et je crois 3 ou 5 condamnations légères voilà, pour ces incidents. Et c'est donc une guerre où plus de 1500 Palestiniens avaient été tués. Donc, de plus en plus, on est vraiment dans cette possibilité de mettre en lumière finalement l'injustice permanente des cours israéliennes. Et typiquement, ce qui se passe à Sharjah est très intéressant. Encore une fois, le procureur et la cour n'ont pas vraiment encore établi de possibles crimes justement sur ces expulsions forcées, sur ces déplacements forcés. Encore une fois, je parle sous l'œil avisé de François pour le langage juridique qui m'échappe et les terminologies à adopter. Mais donc les familles à Sharjah
ont soumis une lettre à la Cour pénale internationale pour que, justement, elle enquête sur ces expulsions forcées comme des crimes qui sont donc contraires au droit international, sachant que Israël derrière, et on l'a vu ces derniers mois, parle d'une dispute, d'une simple dispute immobilière et que ce serait un simple conflit entre quelques parties dont les cours israéliennes se saisissent et qui est en cours justement à travers les différents procès et cas des différentes familles. Et donc, eux veulent véritablement maintenir cette illusion que les cours israéliennes sont à même de rendre justice, sachant que les lois elles-mêmes sont racistes et discriminatoires. Et que ces procès et ces initiatives juridiques pour les Palestiniens et même pour les familles de Silouane ou de Sheikh Jarrah ne sont finalement une manière de gagner du temps, une manière de repousser les et une manière d'essayer de gagner du temps par rapport au moment où leur maison sera démolie ou où ils seront expulsés. Et donc, je pense que, encore une fois, aller à la CPI pour beaucoup des familles et des Palestiniens en général, c'est de dire, voilà, on ne reconnaît pas, en tout cas, on rejette l'idée que les cours d'un système colonial qui nous contrôle, et qui est l'occupation, de fait, l'occupation dans les territoires occupés, nous permettent que justice soit rendue. Donc ça, c'est vraiment aussi c'est vraiment un autre aspect sur lequel je pense qu'il va falloir insister pour déconstruire, encore une fois, toutes ces idées reçues et mieux analyser la réalité telle qu'elle est, qui est une réalité de colonisation et d'apartheid. Et donc, quelque part, je pense que c'est les dossiers qui vont aller à la CPI et les présentations de dossiers et les lettres et tout ce qui va être aussi rendu finalement publiquement, parce que pas tout n'est public, mais en tout cas, souvent, disons que quand un dossier est soumis, il peut y avoir aussi une certaine campagne de mobilisation publique ou certaines déclarations qui permettent de mettre en lumière ces cas. Et donc, le troisième point, c'est en effet le challenge par rapport à la documentation et continuer à documenter les crimes. Donc ça, je dirais que depuis quand même, on va dire des décennies, il y a un écosystème assez fort d'ONG qui travaillent sur les droits de l'homme, El-Haq, El-Mizan, qui sont eux-mêmes regroupés qui ont eux-mêmes un groupe de coordination qui s'appelle le Palestine Human Rights Organization Committee, qui sont très à même et qui sont rodés par rapport à cette documentation, mais il y a de plus en plus d'attaques. Et c'est vrai que d'autant plus, donc, les restrictions qui sont imposées aux journalistes, notamment à Sheikh Jarrah, où, par exemple, les journalistes ont été empêchés d'aller à Gaza pendant la dernière vague de bombardements. Tout ça, déjà fait en sorte, montre qu'Israël veut cacher des choses et clairement essaye de cacher le plus possible dans un moment où chaque citoyen palestinien a donc un smartphone et peut aller sur Instagram, aller sur TikTok, faire des vidéos et finalement être au cœur de la documentation de ces violations. Donc, les ONG, ce qu'elles font, c'est qu'elles récupèrent, elles travaillent sur des cas particuliers, par exemple de Palestiniens qui sont tués, qui sont assassinés par les forces d'occupation. Et donc, elles vont récupérer ce qui est disponible publiquement, mais aussi, bien sûr, en parlant aux familles, etc. Mais c'est vrai que ce qui est très important aussi, et aussi pour la solidarité internationale, c'est de continuer à combattre la censure, à combattre aussi justement l'omerta qui peut exister par rapport à montrer cette réalité. Pourquoi ? Parce que montrer la réalité et la documenter permet de monter ensuite des dossiers plus précis. Donc, typiquement sur un cas assez récent, Ahmad Ariqat, qui a été tué au checkpoint, qui a été donc directement tué quand sa voiture a dévié en fait au checkpoint. Il s'est encastré
dans le checkpoint, et donc il a été tué directement. Et par exemple, Forensic Architecture a fait toute une étude par rapport à ça en utilisant les vidéos israéliennes, en utilisant tout un tas de documentation qu'ils avaient à leur disposition des familles, mais aussi des témoins qu'il y avait autour. Et tout ça est extrêmement utile pour derrière potentiellement aller à la cour pénale avec ces dossiers. Il y a d'autres cas où c'est clair que c'est plus compliqué. Par exemple, le cas de Iyad El-Halla, qui est ce jeune homme autiste qui a été tué pour rien par la police. Enfin, ils sont toujours tués pour rien, mais qui a été vraiment délibérément voilà, assassiné en pleine vieille ville. Son cas est ouvert dans les cours israéliennes. Et donc, pour l'instant, son cas ne va pas forcément aller encore à la CPI. Pourquoi? Parce que, justement, ça peut créer des contradictions et aussi les familles attendent de voir ce que va dire, la justice israélienne. Donc voilà, donc ce troisième point, c'est vraiment de dire cet espace qui se réduit non seulement pour, bien sûr, l'expression, hein, on sait tous cette question sur l'antisémitisme et l'instrumentalisation de la lutte contre l'antisémitisme et les accusations de terrorisme qui touchent beaucoup des ONG des droits de l'homme, sont aussi faites pour les empêcher de documenter la réalité et de continuer leur travail. Donc ça, c'est très important à défendre et je pense que le lien doit être fait aussi avec leur rôle dans la constitution de dossiers et dans leur rôle de témoins et de documentation et d'experts. Donc, il faut savoir qu'en Palestine, c'est un des rares dossiers aujourd'hui où, pour le coup, l'autorité palestinienne, à travers le ministère des Affaires étrangères et les ONG, travaillent assez bien ensemble, de manière assez coordonnée, contrairement à d'autres dossiers, parce que la présidence et donc le leadership en a fait un dossier prioritaire. Et donc, c'est vrai qu'ils ont mis les moyens aussi au sein du ministère des Affaires étrangères et à La Haye pour faire avancer ce dossier. Donc, il n'y a pas seulement les ONG qui ont travaillé dessus, c'est aussi le ministère des Affaires étrangères et des groupes d'avocats. Et donc, il y a tout un tas il y a des groupes de coalition et des groupes qui se coordonnent entre eux très bien pour justement faire avancer les différents dossiers, mais aussi se mobiliser justement dans la contre-attaque des attaques que peut recevoir la CPI. Donc, par exemple, on a vu assez récemment voilà, une lettre qui a été coordonnée par des ONG, notamment israéliennes, pour avoir un peu plus de 50 anciens ministres et hauts fonctionnaires européens qui ont écrit justement une lettre ouverte en condamnant les attaques et les condamnations et les attaques contre la CPI, contre la procureure, et justement pour diminuer ou pour amoindrir la crédibilité de la Cour. Et donc ça, ce sont des voix assez importantes. Il y avait quelques Français, Jean-Marc Ayrault, Lionel Jospin, je ne sais plus, peut-être un autre. Voilà, et d'autres anciens ministres des Affaires étrangères européens. Donc ça, c'est important aussi, ce genre d'initiative, simplement pour réitérer le soutien et la pression qui existe doit exister de manière positive. Donc, nous, là, dans notre organisation, et on va partager avec toutes les coalitions, y compris avec la FPS, on va relancer une campagne qu'on avait lancée l'année dernière pour justement inciter et mettre un peu de pression citoyenne par rapport à la bonne tenue de l'enquête, en fait. Parce que si l'enquête a été ouverte officiellement, il y a quand même beaucoup de craintes que cela puisse, encore une fois, s'étendre, que cela puisse prendre des mois et que le nouveau procureur, donc Karim Khan, s'assoie un petit peu sur le dossier et n'en fasse pas forcément une priorité. Et donc ça, c'est une crainte. Et donc, c'est vrai que la pression publique et populaire, je pense, reste nécessaire et utile. Donc, on travaille aussi avec El-Haq sur le dossier. Donc, ça, on partagera avec vous. Et c'est vrai que toute la question, d'ailleurs, autour de la nomination et de l'élection de ce nouveau procureur, qui est donc britannique,
a aussi, encore une fois, il y a tout un tas de spéculations qui sont sorties dans les médias, etc. Alors, peut-être François peut nous dire, moi je ne sais pas si vraiment ça a un impact clair sur le procureur lui-même et sur le bureau du procureur par rapport à comment il gère le dossier, mais c'est très clair qu'il va recevoir des pressions et que les pressions vont continuer. Au sein de l'Europe, la France et d'autres pays, la Belgique aussi, je crois, enfin, il y a des pays qui ont réaffirmé leur soutien à l'indépendance de l'international, donc ils ne se prononcent pas sur leur soutien au dossier, en tout cas sur leur soutien à l'indépendance de la Cour, mais derrière, il est possible que l'Allemagne et les pays de l'Europe centrale continuent à mettre la pression justement sur le bureau du procureur, même si l'Allemagne et le ministère des Affaires étrangères, de ce qu'on en sait, après avoir condamné donc, la décision de finalement ouvrir l'enquête, a dit qu'il ne se prononcerait plus et qu'il laisserait la Cour faire leur travail, mais il est très clair qu'il va y avoir quand même des pressions qui vont être encore exercées diplomatiquement pour que le procureur mette certains dossiers dans le placard et n'avance pas à la vitesse de laquelle elle devrait avancer. Et voilà. Et le dernier point, c'est que les Palestiniens ne sont pas naïfs. Il faut bien voir que même s'il y a une enquête, même si tout avance et que tous les dossiers avancent, typiquement le cas de Cheikh Jarrah, ils sont bien conscients que leur éviction pourrait arriver bien avant une condamnation par la Cour pénale internationale. Donc, il est très clair que ce n'est pas une stratégie unique. Il ne faut pas que la CPI soit la stratégie de la Palestine. Malheureusement, le leadership aujourd'hui n'ayant pas de stratégie, c'est un outil. C'est un outil sur lequel il y a des investissements qui sont faits et des efforts qui sont faits, mais ce n'est pas une stratégie pour la libération et ça ne va pas permettre la fin de l'apartheid. Donc, ça, je pense que les Palestiniens ne sont pas naïfs et je pense qu'il faut le voir comme ça, c'est-à-dire comme un outil qui est un instrument parmi d'autres de la responsabilisation d'Israël et de la pression, mais clairement, ce n'est pas demain qu'on va voir un Israélien mis devant les juges pour condamnation ou en tout cas mis en examen directement. Donc voilà, donc je pense que c'est un mécanisme, mais voilà, il ne faut pas le voir comme un salut pour la fin de l'apartheid. Merci. Merci beaucoup, Inès. C'est peut-être pas demain, mais on va tout faire pour que ça soit après-demain au moins. Il y a quelques questions qui ont été soulevées, donc une qui concerne un petit peu le droit international et tous les rapports de l'ONU qui ont révélé le non-respect par Israël du droit international. Mais il se questionne sur quelles sont les ripostes possibles. Et donc la question c'est, pensez-vous que le résultat de l'enquête va changer des choses? Je ne sais pas de quelle enquête, mais de toute façon, il y a plusieurs enquêtes qui ont été diligentées contre Israël. Et il y a plusieurs commissions qui ont été formées, et qui ont abouti, dont le travail a abouti. Et il y a d'autres qui viennent d'être formées. Donc je rappelle celle qui a été décidée par le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, donc le 28 mai dernier, je crois, 27 ou 28, décidé par le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies pour enquêter sur les crimes commis en territoire palestinien. Donc, territoire palestinien, bien sûr, qui englobe la Cisjordanie, Gaza et Jérusalem, mais également en Israël, donc suite aux événements qui sont produits en Israël pendant cette période du mois du Ramadan et puis pendant la dernière guerre contre Gaza. Donc, commission d'enquête qui a été décidée par le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, mais dont, il faut le souligner, la France s'est abstenue, elle n'a pas voté pour, alors que les membres du Conseil des droits de l'homme, et puis des pays comme l'Allemagne et la Grande-Bretagne, elles ont voté contre. Donc, ça prouve à quel point
si vous voulez, sur la question palestinienne, sur la question israélienne, donc les pays européens, ils sont prêts à tordre le cou au droit international, à tous les acquis qui ont été réalisés depuis la Deuxième Guerre mondiale pour justement assurer l'impunité à Israël. Et c'est le cas également par rapport au non-respect à certaines décisions, par exemple, de la Cour européenne des droits de l'homme sur la question du boycott, et puis qui est considéré comme faisant partie de la liberté d'expression. Là aussi, on est prêt à sacrifier la Convention européenne des droits de l'homme pour assurer l'impunité à Israël. Mais la commission d'enquête de l'ONU a été donc actée, elle va faire son travail. Donc, je pose la question de, surtout Inès, tu viens de finir par une note de, bon, c'est un travail qu'il faut qu'on mène et tout, etc., mais il ne faut pas qu'on rêve beaucoup, ce n'est pas des choses qui vont arriver très rapidement. Je dirais, OK, mais que pensez-vous du fait que, est-ce que vous ne percevez pas, donc la question 2, que les choses vraiment évoluent quand même extrêmement rapidement et positivement? Le nombre de défenseurs des droits des Palestiniens en quête de justice, il augmente de plus en plus. Là, maintenant, il y a les ONG israéliennes qui parlent d'apartheid en Israël. Il y a Yesh Din, par exemple, qui assure la défense de plusieurs Palestiniens qui n'ont pas été, ou dont les plaintes ont été classées sans suite. D'ailleurs, Yesh Din, il souligne que 91% des plaintes qui sont retenues par la police israélienne, elles n'aboutissent pas. Donc, quand il y a violence contre les Palestiniens. Et il y a le dossier, plutôt le rapport qui a été cité par François tout à l'heure de Human Rights Watch, qui parle de crimes d'apartheid, d'ailleurs qui peut intéresser également la Cour pénale internationale. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a vraiment au niveau international quelque chose d'extrêmement positif pour justement la défense des Palestiniens? Je ne sais pas qui veut commencer. François. Oui, je vais bien commencer. Alors, tout d'abord, peut-être pour répondre aussi à la question précédente, tous les rapports qui ont été faits aux Nations Unies, ce sont ce genre d'éléments-là qui ont permis au bureau du procureur de considérer que des crimes de guerre avaient en apparence, en tout cas de prime abord, été commis dans le cadre du conflit israélo-palestinien. Donc elle va pouvoir s'appuyer sur tous les rapports de commission d'enquête ou le rapport du secrétaire général des Nations Unies. C'est déjà, je dirais, la première étape qui permet plus facilement d'établir que toute une série de crimes ont été commis. Il y a eu un rapport sur la guerre de Gaza de 2014 sur lequel elle a pu s'appuyer. Puis il y a toute une série de rapports, dont le rapport de la commission d'enquête sur la colonisation. Donc, ce sont des éléments sur lesquels la Cour peut s'appuyer, et ce sera évidemment un élément essentiel. Ça, plus les rapports faits par les ONG, ce seront des éléments qui lui permettent d'avoir en tout cas une première couche, disons, de preuves. Après, simplement, s'agissant d'enquête pénale, il faut pousser les preuves encore plus loin, puisqu'il faut pouvoir remonter la chaîne de responsabilité individuelle. Donc, il faut pouvoir établir, par exemple, s'il y a eu un bombardement, comme il y a eu, par exemple, le bombardement qui a donné lieu à pas mal de discussions et de mise en lumière médiatique, celui dans lequel étaient logées les agences de presse internationales. Et bien là, il va falloir enquêter dans le détail, et si il est bien établi qu'il n'y avait aucun élément armé du Hamas qui était présent, ou bien que la thèse israélienne selon laquelle il y avait un appareil de brouillage du dôme d'acier n'est pas avérée, il faudra ensuite pouvoir déterminer qui a donné l'ordre de lancer le bombardement. Donc, c'est jusqu'à ce degré de preuve qu'il va falloir aller. Alors, plus globalement, est-ce que les choses sont en train de changer? J'ai l'impression, j'aurais tendance à dire oui et non. C'est-à-dire que, on l'a vu, je crois, lors du dernier conflit à Gaza il y a quelques semaines, que assez vite, alors qu'on avait tendance à dire que le conflit israélo-palestinien était devenu complètement de seconde catégorie, n'était plus du tout au devant de l'actualité,
notamment aussi suite aux accords de normalisation, on a vu quand même très très vite l'opinion publique réagir, que ce soit dans les pays arabes, mais aussi ici en Europe. On a vu quand même tout de suite qu'il y a eu une remobilisation. Donc ça montre que la question reste toujours à la fois sensible et politiquement importante. Et on voit qu'un certain nombre de choses sont probablement en train de changer et que des éléments comme l'enquête ouverte par la Cour pénale internationale peuvent participer à ça, c'est-à-dire peuvent aller dans le sens de mettre en évidence que Israël est un État qui se comporte de telle manière qu'il n'est plus tenable de dire que c'est une démocratie, de dire que c'est un grand allié avec lequel on partage des valeurs, et que oui, c'est un État qui s'assimile à l'Afrique du Sud de l'apartheid, c'est-à-dire qui conduit et qui persiste à conduire une politique qui est en contradiction totale avec les principes les plus fondamentaux, tout en disant qu'il est un grand État occidental qui applique les droits humains et les valeurs, les principes les plus fondamentaux. Mais d'un autre côté, on l'a vu aussi suite à la décision de la Cour pénale internationale, c'est-à-dire que l'Allemagne ou la Grande-Bretagne ont dit que la décision de la Cour était scandaleuse, qu'ils allaient combattre cette décision pour faire en sorte qu'on ne puisse pas enquêter à l'égard d'Israël. On voit que les positions de l'Union européenne n'évoluent pas parce qu'un certain nombre d'États font obstacle désormais à toute prise de position consensuelle. Donc, les blocages sont toujours là et que, au sein des États, les parlements ou les parlementaires, par exemple, vont se montrer assez sensibles à la cause, mais dès qu'on arrive au niveau gouvernemental, en réalité, il y a rien qui bouge. Donc, on est un peu entre les deux. Certaines lignes bougent, notamment avec, disons, la qualification d'apartheid qui devient de plus en plus consensuelle et de plus en plus commune. Mais en même temps, au niveau gouvernemental, comme on le voit, ça bloque toujours autant. Et on voit que, aussi de manière paradoxale, l'accusation d'antisémitisme fleurit à nouveau et est toujours brandie comme carte pour essayer d'empêcher toute discussion sérieuse. Et on voit par exemple en France, et c'est aussi plus ou moins le cas en Belgique, on a quand même l'impression d'un débat public assez figé de ce point de vue-là. La cause palestinienne apparaît quand même comme quelque chose d'assez, toujours de très sensible, voire presque de maléfique, ou si on affiche trop ostensiblement euh, ses opinions en la matière, on est considéré comme étant un peu suspect. Inès, Oui. Oui, non, je ne voulais pas que ma conclusion soit vue comme quelque chose de pessimiste, juste que c'est un mécanisme parmi d'autres. Et comme je l'ai dit au début, c'est vraiment, je pense, un outil justement d'une dynamique politique extrêmement important justement pour briser cette barrière de l'impunité et pour de mieux en mieux, quelque part, analyser la situation actuelle comme, on va dire, l'apartheid, etc., mais la canaliser vers, du coup, une enquête vers la CPI. Donc, c'est-à-dire que ça fait partie, encore une fois, des choses où si on reconnaît la réalité telle qu'elle est dans l'apartheid, on peut dire, voilà, la CPI devrait enquêter. Encore une fois, ce n'est pas le seul mécanisme, étant donné qu'il faut mettre fin à l'apartheid avec des stratégies de résistance, avec des stratégies politiques, etc. Mais je pense que c'est en effet très important, justement, pour faire modifier ce discours, pour que les gens de plus en plus reconnaissent le fait qu'il y a une domination d'un peuple sur un autre, le fait qu'il y a, encore une fois, un colonisateur et un colonisé, le fait qu'il y a une puissance au pouvoir qui commet des crimes contre des individus, etc. etc. Donc, pour reconnaître aussi les rapports de force et la violence existante. Donc, tout ça est très important d'un point de vue politique, discursif, citoyen. C'est évidemment très important. Et donc, voilà, je vais m'arrêter là. Ouais. Merci, merci Inès. Il y a une question là donc de Pierre Thivon qui dit que donc ce mardi il y a eu un événement à la Knesset, Parlement européen, plutôt israélien, un débat sur l'apartheid israélien. N'est-ce pas un tournant important, y compris pour l'enquête de la CPI? Pour ceux qui ne connaissent pas, donc bon, qui ne sont pas au courant, donc c'est un débat qui
qui a été initié par des membres de la liste unie, notamment par Aïdatou Maslouiman, mais qui a été rejoint par un député de Meretz. Mossiras. Et donc pour parler de l'apartheid, et ça a été combattu par toutes les forces politiques israéliennes, y compris par le Meretz d'ailleurs, dont un des membres a participé. Mais donc c'est une question que je vous pose, mais j'ajoute une autre, mais en même temps, une information, mais en même temps, on est en train la Knesset, elle est en train d'essayer de revoter la loi qui existe depuis longtemps, mais qui est renouvelée tous les ans ou tous les 2 ans. Je ne sais pas, sur la question du regroupement familial qui est interdit aux Palestiniens, c'est-à-dire les Palestiniens d'Israël, quand ils épousent des Palestiniens de Cisjordanie ou de Gaza, ils ne peuvent pas avoir, donc les époux ne peuvent pas avoir donc droit à la citoyenneté israélienne. Et d'ailleurs, ils ne peuvent même pas avoir le droit à la résidence en Israël s'ils ont moins de 25 ans pour les femmes et 35 ans pour les hommes. Donc, c'est quelque chose d'assez compliqué, mais de toute façon, il y avait déjà en 2004 un rapport d'Amnesty International qui détaille cette loi d'apartheid. Donc, vous voyez, la Knesset, y compris avec ce nouveau gouvernement, et le Parti travailliste et le Meretz, et les 4 députés donc de la liste unie islamiste qui soutient ce nouveau gouvernement, ils s'apprêtent à voter une loi qui est carrément une loi d'apartheid, parce que ce qui est appliqué aux Palestiniens n'est pas appliqué à la population juive. Donc, bon, ça c'est une question. Une deuxième qui m'a été envoyée, je crois que ça n'a pas été envoyé à tout le monde, à moi uniquement, mais donc c'est pour vous, bien sûr. Et c'est sur la question de la fébrilité des États occidentaux. Quand on parle de la France qui défend l'indépendance de la CPI, on sait également que la France et d'autres pays européens, ils étaient très actifs pour soutenir la CPI quand il s'agissait de juger des chefs d'État africains, mais sur la question d'Israël, ils ne se sont jamais prononcés en faveur justement de l'enquête décidée par la CPI. On sait également, donc une autre question, que dès 2012, il y avait des pressions, de fortes pressions de la part du Royaume-Uni, mais également d'une façon plus discrète de la part de la France, pour que la Palestine n'adhère pas à la CPI et en échange qu'elle obtienne le vote des pays européens pour l'adhésion en tant qu'État non membre aux Nations Unies. Donc, la question, c'est que pensez-vous de ce double discours? Est-ce que vraiment la question de la Cour pénale internationale n'est pas un gros morceau où il y a la Palestine qui est un peu toute seule contre tous les pays européens et les pays occidentaux d'une façon générale? Qui veut commencer? Oui, je peux donner quelques éléments. Alors, bien entendu que la Cour pénale internationale est un lieu de pouvoir, donc ça fait l'objet de nombreuses pressions extérieures, et ce sera probablement un des principaux obstacles de ce point de vue-là. Et effectivement, depuis très longtemps, des pressions ont été faites aussi directement envers la Palestine pour qu'elle n'adhère pas à la Cour pénale internationale, qu'elle n'entame pas de démarche de ce point de vue-là. On voit qu'au moins, ça c'est un des points sur lesquels l'autorité palestinienne, le gouvernement palestinien a quand même tenu bon et a avancé pour finalement que à la fois ils adhèrent au statut de Rome et puis que cette enquête soit ouverte. Alors, d'un autre côté, il faut quand même savoir que la Cour pénale internationale a un gros problème de crédibilité et de légitimité, qu'effectivement, elle a été perçue en partie à tort, en partie à raison, comme finalement ne visant que des États africains ou des responsables d'origine africaine, mais ne se tournant jamais vers des possibles responsables d'États occidentaux, puisqu'il est question d'ouverture d'enquête aussi pour des faits commis par des soldats britanniques en Afghanistan, notamment. Et donc, la Palestine est quand même un élément qui
s'il n'aboutit pas, va un peu être je dirais peut-être un des clous du cercueil de la Cour pénale internationale, je veux dire, qui s'est déjà planté dans toute une série d'affaires qui n'ont pas abouti. Et donc, si dans le cas de la Palestine, à un moment donné, on voit que l'enquête n'aboutit pas ou que des éléments de procédure sont soulevés pour faire obstacle à l'avancement de la procédure, la Cour va quand même largement mettre en cause sa crédibilité et sa légitimité. Et donc, de ce point de vue-là, on peut quand même espérer que ce soit un test, et on peut dire que l'étape principale était quand même l'ouverture de l'enquête. C'est-à-dire que l'écueil le plus important et les plus grandes possibilités, si on voulait enterrer le dossier, était de dire non, soit la Palestine n'est pas vraiment un État, donc on ne va pas considérer que la Cour peut être compétente, ou bien les accords d'Oslo nous empêchent d'ouvrir une enquête, etc. Donc probablement que l'obstacle principal a été franchi, avec aussi donc le jugement de la Chambre, et que maintenant que le train est lancé, alors oui, il est possible pour le bureau du procureur d'essayer de mettre de côté toute une série de choses, de considérer qu'il n'y a pas assez de preuves ou qu'il y a trop d'obstacles pour pouvoir identifier les individus responsables, etc., etc. Néanmoins, il y a quand même, en toute hypothèse, il restera le cas de la colonisation qui est un cas où, je dirais, toutes les preuves sont sur la table. Je veux dire, à la rigueur, demain, on peut publier les noms des responsables, Benjamin Netanyahou, tous les ministres responsables de la construction des colonies, les chefs de l'administration militaire qui doivent donner leur autorisation, etc., etc. Donc, sur le plan de la colonisation, je dirais, Israël n'a aucun argument à faire valoir et le principe de complémentarité ne pourra jamais jouer, puisque bien entendu, Israël n'ouvrira jamais des enquêtes pour crimes de guerre du fait de l'installation, la construction de colonies. Donc sur ce terrain-là, on ne voit pas très bien ce qui ferait obstacle à l'avancée de la procédure. Ça pourra être plus délicat pour les bombardements, parce qu'à chaque fois, on va pouvoir dire, tiens, c'est compliqué, on n'a plus les preuves, on n'a pas accès au territoire, on n'arrive pas à déterminer qui était en charge à ce moment-là. Mais en tout cas, là, ce sera plus compliqué. Et oui, bien entendu, les États occidentaux sont d'une hypocrisie crasse, c'est-à-dire qu'ils ont toujours soutenu la Cour pénale internationale sur le principe, et puis quand il s'est agi de la Palestine, ils ont dit non, non, mais en tout cas, oui, c'est bon pour les États en général et en particulier les conflits en Afrique, mais pas pour Israël, qui est une grande démocratie, patati patata. Et dès lors, ce n'est pas tellement une surprise, évidemment, d'avoir un double discours de ce point de vue-là. Et c'est là, évidemment, que la société civile doit faire pression à chaque fois sur ces gouvernements pour qu'ils ne puissent pas, comme ça, tenir ce genre de discours. Et qu'au moins, alors, parfois on se contente de peu, mais ne fût-ce que ne pas faire d'entrave ou ne pas faire obstacle est déjà pas mal, puisqu'on sait que l'Allemagne, par exemple, comme je l'ai rappelé, le Royaume-Uni, la Hongrie ont fait des déclarations incendiaires suite à l'ouverture de l'enquête par la Cour pénale internationale. Et donc, on se contente presque simplement du fait que la France ou la Belgique n'ont tout simplement pas commenté spécialement et simplement rappelé l'indépendance de la Cour. Je voulais ajouter un point par rapport sur l'apartheid et la CPI, la conversation, l'analyse et dire je pense la reconnaissance progressive que Israël commet le crime d'apartheid, mais aussi, alors il y a tout l'aspect, il y a l'aspect crime d'apartheid qui est reconnu donc en droit international par le statut de Rome, mais aussi par une convention spécifique, donc comme crime, mais il y a aussi l'idée qu'il y a, c'est systémique, et donc il y a à la fois l'idée que Israël commet le crime d'apartheid et qu'il y a un régime systémique d'apartheid. Donc il y a une dimension plus politique et une dimension plus légale. C'est un travail qui a commencé déjà depuis plusieurs années, et les ONG palestiniennes ont encore une fois documenté, créé des rapports, fait des soumissions ONU, etc. par rapport à ça pour que ce soit reconnu. Et c'est vrai que la conversation évolue au fur et à mesure avec le fait que des acteurs de plus en plus importants de la communauté des droits de l'homme, de la communauté politique, reconnaissent qu'il y a un apartheid en Israël. Et donc, ce travail-là va continuer. Et donc, la conférence qui a eu lieu à la Knesset fait partie de cette
de cette reconnaissance progressive qui doit passer, bien sûr, la conversation petit à petit vers le fait que, encore une fois, malheureusement, dans toute réalité politique, hein, et dans la réalité palestinienne, on est face souvent au fait que les Palestiniens peuvent répéter des choses pendant 10 ans, mais s'il n'y a pas un Israélien, un Juif européen ou une organisation internationale avec beaucoup de crédibilité internationale en Occident qui le dit, alors ça ne va pas être reconnu. Donc on est vraiment dans cette dynamique-là aujourd'hui où clairement il y a cette crédibilité de plus en plus forte et de plus en plus d'acteurs qui reconnaissent qu'il y a l'apartheid. Et donc, toute l'idée, c'est en fait aussi du coup d'amener le crime d'apartheid à être examiné par la Cour pénale internationale. Mais voilà, ce sont des efforts, je dirais, pas forcément totalement déconnectés, bien sûr, mais qui vont avancer en parallèle. Et l'idée pour les Palestiniens, c'est aussi de dire, bien sûr, si on arrive à faire reconnaître, ou en tout cas à ce que la Cour dise, au vu de l'examen des éléments préliminaires, il y a en effet potentiellement éléments pour qu'on fasse une enquête sur l'apartheid, qui est un crime contre l'humanité. Alors là, ce serait une victoire très clairement politique. Encore une fois, est-ce que ça dirait combien de temps ça prendrait? La question est que la Cour pénale internationale reconnaîtrait que c'est un crime qu'il faut enquêter. Et donc ça, ce serait très important et c'est là où c'est lié. Et c'est là où les efforts vont être faits pour, encore une fois, faire en sorte que la Cour ajoute les crimes contre l'humanité. Par rapport aux crimes de guerre, pour l'instant, elle n'a exprimé le fait qu'en effet, ce qu'a dit François, qu'elle n'enquêterait que sur des crimes de guerre, alors qu'elle est compétente et qu'elle a ouvert la porte à dire qu'en gros, elle est compétente sur différents types de crimes, dont les crimes contre l'humanité, mais pour l'instant, elle ne s'est pas prononcée là-dessus. Donc voilà, donc c'est pour ça que c'est très important et que la conversation va continuer. Et c'est là aussi où, encore une fois, le fait, par exemple en France ou en Europe, quand des personnalités s'expriment dans les médias, quand des personnalités qui ont une crédibilité politique s'expriment sur ce sujet, ou même sur les réseaux sociaux, hein, des influenceurs, etc. Ça va des célébrités jusqu'aux personnalités politiques, ça a bien sûr un poids politique très fort. Et donc, ce qui s'est passé à la Knesset, c'est intéressant parce que Mossi Raz, qui est quand même un activiste de longue date, qui est assez minoritaire dans son propre parti Meretz, fait partie un peu des ovnis de cette Knesset. Et donc, très clairement, ce sont des voix très minoritaires, mais qui peuvent utiliser cette plateforme, qui n'aboutira à aucun vote, à aucune résolution, etc., mais qui utilisent cette plateforme justement pour pousser le débat et faire en sorte que, encore une fois, on est dans un moment politique où on peut faire en sorte qu'Israël se sente en danger, ou en tout cas sente finalement que politiquement, dans le discours, dans les opinions, ils perdent la bataille et je pense que c'est là où il faut continuer à pousser. Merci Inès. Il y a Didier qui avait demandé la parole sur la question des crimes de colonisation. Didier? Oui, on m'entend? Ouais. Bon, oui, c'était une question surtout à François Dubuisson. Vous avez mis l'accent en fait sur le fait que parmi les 3 catégories de crimes ou les 4 catégories de crimes, le crime de colonisation était le plus indiscutable, n'avait pas trop besoin de faire beaucoup d'enquêtes, a priori on peut imaginer, que la question de la complémentarité ne s'opposait pas, etc., etc. Du coup, la question est la suivante. J'imagine que la CPI, elle rendra un jugement. Elle ne va pas découper, j'imagine, en plusieurs sujets, crime par crime, je ne sais pas. Et dans ce cas-là, est-ce qu'il y a moyen quelque part de prioriser la question de la colonisation qui peut théoriquement être traitée relativement la plus vite puisqu'il y a le moins de discussions possibles? Première question. Et deuxième question, est-ce qu'il n'y a pas un risque, j'allais dire, du côté palestinien de multiplier les plaintes au risque d'allonger en fait la durée de la procédure, puisque chacune des plaintes en fait va devoir faire l'objet d'un traitement qui peut, dans certains cas, être beaucoup plus long les uns que les autres. Merci. Merci Didier. François? Oui.
Alors non, la Cour ne va pas rendre un seul jugement, c'est-à-dire que dans le cours de son enquête, lorsque un dossier sera prêt, c'est-à-dire que lorsqu'elle va pouvoir considérer, si on prend là le cas de la colonisation, évidemment, elle va examiner, s'agissant d'une politique très globale menée par, en réalité, l'État israélien, avec l'appui de toute une série, finalement, d'administrations, le cas échéant de personnes privées, mais on va plutôt s'en tenir probablement à l'appareil d'État. On va pouvoir alors soit délivrer des mandats d'arrêt, soit faire ce qu'on appelle une demande de confirmation de charge, c'est-à-dire préparer le procès, c'est un peu l'équivalent d'une mise en examen. Et ça suppose alors l'individualisation des poursuites, c'est-à-dire qu'on va déterminer quels sont les individus responsables pour ce crime-là. Et alors on aura probablement un ensemble de procès qui vont porter sur les mêmes catégories de faits. Là, ces procès seront évidemment menés ensemble, s'agissant d'un ensemble de faits qui sont directement connexes, et les responsabilités sont évidemment assez connexes les unes par rapport aux autres. Et donc, le fait d'aller vite sur le crime de colonisation n'est pas empêché par le fait qu'on continue d'enquêter sur des cas qui sont peut-être plus délicats et qui demandent des vérifications plus importantes. Évidemment, probablement politiquement, j'imagine que le bureau du procureur va préférer globaliser les procès, essayer de venir avec un dossier ficelé à un moment donné. Mais par exemple, comme je l'ai indiqué, là aussi, normalement, et presque paradoxalement, les poursuites devraient être beaucoup plus simples à l'encontre des dirigeants du Hamas, par exemple, en tout cas ceux auxquels on peut imputer les décisions s'agissant d'envoyer des missiles indiscriminés vers les villes israéliennes, puisque là, la Palestine a une obligation de coopération. La Palestine va devoir coopérer, même donner elle-même des noms, donner des précisions, etc., etc. Et le Hamas avait accepté de coopérer en réalité sur ce plan-là, c'est-à-dire qu'avant que la Palestine n'adhère au statut de Rome, il y avait eu une consultation de l'ensemble des groupes palestiniens pour savoir si tout le monde était prêt à prendre le risque ou même à accepter de se retrouver devant la Cour pénale internationale à La Haye. Donc on aura peut-être les dirigeants du Hamas à La Haye avant les dirigeants israéliens, ce qui serait évidemment un petit peu presque paradoxal. Mais néanmoins, il a été considéré que le jeu en valait la chandelle et que, d'un autre côté, il sera intéressant d'avoir des possibles mandats d'arrêt ou confirmation de charge à l'encontre de responsables israéliens. Et rien que ce fait-là sera déjà une grande victoire. C'est-à-dire que je ne vais pas entrer dans tous les détails techniques, mais il sera probablement très compliqué de pouvoir avoir des procès effectifs contre des dirigeants israéliens parce qu'il n'y a pas de procès in absentia ou par contumace. Donc, on ne peut tenir le procès que si la personne soit se livre, soit est arrêtée et livrée à la Cour pénale internationale à La Haye. Mais évidemment, les dirigeants israéliens, s'ils savent qu'ils font l'objet de poursuites, vont dès lors rester en Israël ou ne voyageront qu'en Israël, aux États-Unis, où les États-Unis ne sont pas partis à la Cour pénale internationale. Donc, se garderont bien d'aller dans des États qui ont des obligations de coopération. Et encore, se posent même des questions d'immunité s'agissant de ministres, par exemple, etc., etc. Donc, il y a toute une série de questions techniques. Mais ce sera ne fût-ce qu'une grande victoire d'avoir des mandats d'arrêt, c'est-à-dire d'avoir des dirigeants israéliens qui sont mis sur le même plan que le président Bachir du Soudan, qui a fait l'objet d'un mandat d'arrêt international pendant très longtemps, qu'il n'avait pas été possible de mettre en œuvre du fait, là aussi, d'une certaine complicité des États africains. Mais ça montrera qu'en réalité, les dirigeants israéliens sont potentiellement des criminels de guerre, voire des criminels contre l'humanité, au même titre que toute une série d'autres dirigeants ou de chefs de guerre africains, par exemple. Merci. Inès, tu veux… Non. J'ai deux questions, puis il y a Guy qui demande la parole. Les deux questions, donc Edith qui constate que de toute façon, ce sont les citoyens du monde qui peuvent peser pour mettre fin à l'apartheid, mais que ceci nécessite une mobilisation régulière et qu'il ne faut pas attendre des événements dramatiques pour mobiliser. Donc, la question, c'est comment voit-on ce travail de mobilisation? Dit qu'il ne faut rien lâcher. Et puis, Serge, qui dit que l'expérience des actions onusiennes contre l'apartheid en Afrique du Sud peuvent-ils servir pour lutter contre
contre la politique israélienne. Donc, il y a une autre qui vient de tomber. Une autre question, c'est les différentes procédures feront certainement appel à des témoins à charge et à décharge. Les audiences seront-elles publiques? Question également de Guy qui va la poser oralement. Guy, à toi la parole. Attends 2 secondes. Oui, j'avais déjà une remarque, mais François a un petit peu parlé de ça. Je voulais répondre aussi à la première personne qui était sceptique en disant même si un jugement de la Cour pénale internationale, qu'est-ce que ça va changer en pratique, quoi. Donc, François y a un peu répondu parce que je pense qu'il y a des changements pratiques très concrets s'il y a des jugements. C'est-à-dire qu'il y a des Israéliens qui pourront plus se déplacer dans un certain nombre d'États, quoi. C'est-à-dire que, par exemple, la France sera obligée, par exemple, si Netanyahou est condamné, la France sera obligée de le remettre entre les mains de la Cour pénale internationale. Donc, c'est des choses très concrètes. Puis, je pense que c'est important par rapport à l'image de marque d'Israël, quoi. C'est pas les Palestiniens, c'est pas la FPS là, qui condamnera Israël, c'est la Cour pénale internationale, c'est une institution, quoi. Ma question, ça vient un peu d'une lecture d'un point de vue de Christophe Oberlin, qui est médecin très engagé pour la Palestine, et qui a beaucoup critiqué le film Made in France au service de la guerre, quoi, qui vient de repasser sur la chaîne LCP, quoi, qui relate une affaire où une entreprise française qui a fourni des composants d'armes israéliennes qui ont tué des Palestiniens de Gaza. Et actuellement, il y a une affaire en cours en France, quoi. Alors, Christophe Oberlin critique le fait que des associations, je crois que c'est une association palestinienne, aient décidé de porter plainte auprès de la Cour suprême israélienne, en disant ça va bloquer, ça va empêcher que la CPI se saisissent de l'affaire, quoi. Donc, je voudrais avoir le point de vue de nos intervenants là-dessus, parce que ça se pose aussi par rapport à la plainte qui a été déposée en France, quoi, sur cette question des armes françaises, quoi. Parce que est-ce que cette plainte empêcherait la CPI de se saisir de cette affaire, quoi. Donc, voilà, quoi. Voilà ma question. Donc, les autres avant peut-être après tout, quoi. Bon, il y a toute une série de questions. Donc, François, Inès, qui veut? Alors, je vais répondre sur la mobilisation citoyenne et peut-être sur ce dernier sujet, parce que je trouve cette enquête très intéressante aussi. En fait, on est dans un moment, par exemple, politique, je trouve assez particulier. C'est-à-dire, ce qui s'est passé ces derniers mois donne une certaine dynamique et des opportunités qu'il faut saisir. Tout le changement de la mobilisation des jeunes Palestiniens, la mobilisation qu'il y a eu sur les réseaux sociaux, très clairement aussi, je pense, la percée voilà, un peu la faiblesse qu'on a vue de la propagande israélienne, etc. Tout ça fait en sorte qu'il y a des fenêtres d'opportunité et c'est l'occasion de transformer le discours et donc de travailler avec à la fois les partenaires et les associations qui travaillent sur des questions aussi de justice sociale, de lutte contre, de lutte pour les droits de l'homme en général. La Palestine n'est pas un cas isolé et donc je pense qu'il faut aussi permettre de créer des liens de solidarité avec d'autres causes et aussi que du coup d'autres causes s'intéressent à la Palestine et de ne pas isoler Palestine-Israël. Et donc quelque part je pense que le crime d'apartheid et tous les discours qui existent par rapport à la colonisation, par rapport à la violence des forces d'occupation et de la police, par rapport au racisme d'État et à toutes ces lois discriminatoires, en fait, ça permet de montrer que ce sont des valeurs universelles qui sont bafouées. Et donc, quelque part, le combat palestinien s'inscrit aussi dans un combat politique très contemporain que de nombreux mouvements s'efforcent de défendre et que donc, il ne faut pas être progressiste ou défendre les droits de l'homme, excepté pour la Palestine. Donc ça, je pense qu'on est dans un moment où c'est possible, notamment avec des publics plus jeunes qui sont engagés. Et il y a des fenêtres d'opportunité, justement, par rapport à ce qui s'est passé ces derniers mois, où avant, on disait la cause palestinienne est morte, la cause voilà, est plus sur le devant de la scène, etc. Et quelque part, elle est revenue d'elle-même, et parce que les Palestiniens se mobilisent. Et donc,
il y a aussi de nombreuses voix jeunes palestiniennes qui existent. Donc, il y a vraiment plein de choses à mettre en avant. Et c'est l'occasion de travailler avec des acteurs qui ne sont pas forcément ceux qui s'expriment d'habitude sur la Palestine et qui ont vu et qui se sont intéressés à cette question malgré eux, parfois malgré eux ou parfois pas malgré eux. Et donc, je pense que ça, c'est très important. La deuxième chose, c'est que moi, je trouve que l'enquête qui est en cours sur justement la responsabilité d'une industrie militaire française, c'est extrêmement intéressant. Ça créerait un précédent quand même, je trouve vraiment très important par rapport à justement comment responsabiliser les entreprises d'armement. Encore une fois, dans un contexte où cette question et ces débats émergent par rapport au Yémen, par rapport à l'Arabie Saoudite, etc. Et il faut bien rappeler que la juridiction de la CPI n'est pas la seule juridiction qui permettrait de, sanctionner ou responsabiliser Israël ou des Israéliens ou des entreprises, et que donc il y a différents outils juridiques à la disposition des ONG et des associations et des victimes pour justement faire en sorte qu'il y ait des sanctions et des condamnations. Donc, cette enquête est très importante. Je ne crois pas que c'est... Enfin, de ma connaissance, hein, je ne sais pas si c'est le même cas qui a été amené devant la Cour suprême israélienne, parce que je sais que, en tout cas, l'enquête est en cours dans la juridiction française. Et donc, on va voir ce qui se passe, mais je pense que c'est aussi un cas très important. Et par exemple, maintenant, l'Union européenne a aussi adopté un cadre global contre la violation des droits de l'homme. Et là, pareil, avec des outils pour des sanctions contre des individus. Donc, par exemple, des colons israéliens pourraient, si c'était, alors tout ça est très politique, donc encore une fois, il s'agit de faire du travail politique derrière, mais des colons pourraient avoir leur voyage restreint, les gens directement impliqués dont on pourrait reconnaître la responsabilité dans la colonisation pourraient avoir certains de leurs avoirs en Europe menacés, etc. Donc, il y a quand même à la fois les juridictions nationales, mais aussi des outils politiques et juridiques existants dans le droit de l'Union européenne ou ailleurs qui peuvent être utilisés aussi pour restreindre et pour condamner et pour mettre des sanctions sur les Israéliens au-delà de la CPI. Merci Inès. François, c'est bon? Oui. Alors peut-être sur le dernier aspect, donc il faut bien comprendre sur la plainte qui a été introduite en France, il faut bien comprendre que la Cour pénale internationale a comme politique, lorsqu'elle est saisie, de ne reprendre finalement que les crimes les plus graves et qui peuvent être imputés aux dirigeants les plus importants. Et dès lors, elle ne pourra de toute façon pas tout évaluer, de tout envisager et tout reprendre dans ses enquêtes. Donc, il est très bien qu'il puisse y avoir d'autres procédures qui soient initiées devant des juridictions nationales, surtout lorsque c'est pertinent, s'agissant ici d'une entreprise française. Et d'ailleurs, ça pourrait contribuer plus largement à reconnaître des formes de responsabilité des entreprises lorsqu'elles participent à des violations des droits humains à l'étranger, qu'il s'agisse de la Palestine ou qu'il s'agisse d'ailleurs d'autres types de situations. Donc, ça peut être des bonnes occasions. Bon, on sait que l'AFP est bien placé pour savoir que ce n'est pas toujours simple lorsqu'on fait appel au juge français, surtout quand on a un juge un peu rétrograde qui croit toujours que le droit international est resté bloqué au 19e siècle. Mais néanmoins, il faut retenter à nouveau pour essayer de faire évoluer la jurisprudence. Et il y a quand même un mouvement depuis maintenant une dizaine d'années en matière de responsabilité des entreprises qui va plutôt dans le bon sens et qu'il est possible de faire évaluer. Et donc, il faut bien savoir que chaque fois que quelqu'un va être tué en territoire palestinien occupé, ça ne va pas donner lieu à une enquête spécifique de la Cour pénale internationale qui ne va s'intéresser qu'aux faits plus globaux, c'est-à-dire justement les guerres de Gaza, et donc qui va globaliser un certain nombre de crimes de guerre de façon analogue. Et c'est en cela qu'évidemment, le crime d'apartheid est un enjeu extrêmement important parce que c'est un crime qui permet de globaliser tout un ensemble de politiques pour montrer qu'il ne s'agit pas de politiques ponctuelles ou fragmentaires, mais bien d'un système qui est pensé tout à fait globalement par l'État israélien pour assurer la domination
de la population juive sur la population palestinienne, s'agissant ici en l'occurrence des territoires palestiniens occupés. Et donc, c'est en cela que je pense que ces dimensions-là, ce sera important d'essayer justement de faire pression sur le bureau du procureur pour qu'il envisage le crime d'apartheid, parce qu'effectivement, le cas de l'Afrique du Sud est un cas tout à fait essentiel à prendre en considération pour se demander comment on pourrait faire bouger les choses vis-à-vis d'Israël. Parce qu'il y avait un certain nombre de caractéristiques communes au-delà de la politique, disons, systématique d'oppression. C'est que l'Afrique du Sud était également perçue comme étant un État occidental par les États européens ou par les États-Unis, et aussi perçu comme étant paradoxalement un État libéral, c'est-à-dire un État qui était une démocratie blanche en réalité, c'est-à-dire que admettait le libéralisme économique, permettait une certaine discussion au sein de la population blanche tout en excluant les autres types de populations, et donc était libéral tout en étant oppresseur. Et donc il a fallu quand même un travail de très longue haleine, hein, pour faire changer les opinions. Pendant longtemps, les États occidentaux considéraient l'Afrique du Sud comme étant un allié, tout en condamnant sa politique d'apartheid, et puis étaient simplement favorables à ce qu'ils appelaient un dialogue constructif. Il fallait dialoguer, et c'était par le dialogue qui passait également par le maintien des relations économiques, c'était par le dialogue qu'on allait pouvoir faire changer progressivement la politique d'apartheid. Or, c'est par tout un ensemble de mesures qui ont fini par isoler l'Afrique du Sud, et notamment isoler économiquement l'Afrique du Sud, qu'il y a eu un mouvement au sein de la société sud-africaine blanche pour considérer qu'il était plus profitable de mettre fin à l'apartheid que de le continuer. Donc, à nouveau, c'est une question de coût-bénéfice. Je ne pense pas qu'on va réussir à gagner la bataille sur un plan strictement moral, c'est-à-dire que la société israélienne ne va pas tout d'un coup se réveiller en disant mais qu'est-ce qu'on a fait? On a opprimé une population à nos propres fins. Il va falloir plutôt faire une approche de coût-bénéfice et il faut rendre la poursuite de l'occupation et de la colonisation coûteuse pour la société israélienne, et ça passe par des sanctions économiques, ça passe aussi simplement par une stigmatisation, c'est-à-dire que pour le moment, ils se défendent. Évidemment, c'est plus facile pour Israël de se défendre que pour l'Afrique du Sud. Ils se défendent avec le chantage à l'antisémitisme. Mais à un moment donné, il faut faire en sorte que ça ne soit plus tenable, un tel discours de chantage à l'antisémitisme, effectivement, qu'il y ait une stigmatisation morale qui amène quand même la société israélienne à une introspection, soit sur le plan moral, soit simplement sur un plan purement pragmatique. Et on sait que simplement des mesures assez simples, par exemple, qui amenaient le cas échéant à exclure des universités israéliennes des programmes d'échange avec les universités européennes, lorsque dans un premier temps le gouvernement avait refusé les clauses d'exclusion visant les colonies israéliennes dans les accords de coopération universitaire. D'abord, le gouvernement Netanyahou avait dit si on doit introduire une clause excluant les universités ou les activités dans les colonies, dans les programmes de recherche, alors on ne conclut pas les accords du tout. Et qu'est-ce qu'on fait tous les présidents d'université? C'est tout de suite dire mais vous êtes complètement fous là. Si vous nous coupez des relations avec les universités européennes, on ne va plus pouvoir faire de la recherche, on va être exclu de tous ces programmes. Donc, qu'a fait Israël? Mais il a quand même accepté ces clauses qui sont évidemment d'une portée très limitée, mais ça montre que s'il y a un coût, même minime, qui est supporté, on a quand même simplement des forces pragmatiques qui préfèrent les relations avec l'Europe que la poursuite ou en tout cas le fait d'assumer ou d'affirmer la politique de colonisation. Donc c'est par cette voie-là, je pense que progressivement qu'il faut aller, et évidemment des procédures devant la Cour pénale internationale pourraient participer de cette stigmatisation de la politique et du fait de rendre intenable la poursuite des relations de l'Union européenne et des Occidentaux avec Israël, comme si de rien n'était, comme ils le font actuellement. Merci François. Vraiment rapidement, 3 petites questions parce qu'on a dit on ne laissera aucune question sans réponse. On va essayer. Et donc 3 dernières, puis après on arrêtera. On fera peut-être une autre séance lorsque le nouveau procureur qui s'appelle Karim Khan, parce que je crois que personne n'a prononcé son nom, lorsqu'il aura décidé vraiment d'inculper des personnalités avec leur nom et tout, etc. Donc on fera
une autre séance pour voir ce qu'on ferait dans ce cas. Donc, les trois petites questions, donc il y a une qui concerne, puisque la Palestine elle a accepté de coopérer, est-ce que ceci ne va pas exposer le Hamas à une stigmatisation médiatique occidentale encore plus forte? Donc, c'était une question de Annie. Une question de Mado qui parle des franco-israéliens qui vont faire le service militaire et participent à des attaques. Est-ce qu'ils sont concernés par des mises en cause? Et puis la troisième question, est-ce que le blocus de Gaza entre-t-il dans le périmètre des crimes investigués par la Cour pénale internationale? Donc, ces trois réponses, donc vous répondez les deux aux trois questions. Je veux juste, sur la question des soldats, ou plutôt des franco-israéliens qui participent à des actions contre les Palestiniens, nous avons un cas qui est extrêmement connu, qui s'appelle Elor Azariya. C'est celui qui a tué un jeune Palestinien qui était déjà blessé, qui gisait à même le sol, donc à Hébron. Et donc, Elor Azariya, il est franco-israélien. Et donc, il a été condamné à 8 ou 9 mois de prison. Il n'a pas passé une seule nuit en prison. Il a été libéré. Celui-là, c'est sûr qu'il peut, que s'il y avait une plainte de la famille contre lui ici en France, je pense que la justice se serait intéressée à son cas. Sauf que, si vous voulez, quand on pose la question aux Palestiniens, ils nous disent que la famille qui est là-bas, elle est sujette à des représailles de la part des colons, de la part de l'armée, donc il y a une peur. Donc il faut vraiment leur assurer déjà une protection pour qu'ils puissent saisir les justices des pays dont sont issus ces criminels, ces assassins. Voilà, donc Inès, François, ou François, Inès, pour les dernières questions. Alors, je vais laisser les questions juridiques à François. Je vais répondre peut-être sur la question du Hamas. Honnêtement, je ne vois pas qu'on va vers une plus grande stigmatisation occidentale du Hamas. Au contraire, plus Israël essaye de diaboliser le Hamas, plus le Hamas se rend, on va dire, acceptable. Et je pense que de plus en plus, la plupart des gouvernements européens sont mal à l'aise par rapport au fait qu'ils ne peuvent pas leur parler. Les Suisses leur parlent et l'ONU, mais pas les Européens. Et très clairement, dans les derniers mois, voilà, cette absurdité en fait se ressent, le fait que le Hamas est un interlocuteur incontournable, mais qu'ils ne peuvent pas leur parler et qu'ils doivent toujours contourner. Et le fait que justement le Hamas se rend toujours disponible pour coopérer auprès justement, notamment sur l'enquête sur la CPI, etc. Je pense, voilà, le Hamas va continuer à essayer de se rendre son image plus lissée et continuer à essayer de légitimiser la résistance armée, etc. Donc, je ne suis pas sûre que ça marche vraiment, cette plus grande stigmatisation, sachant qu'on est dans un moment, c'est vrai, en Europe, où clairement, il y a une instrumentalisation des luttes contre terroristes, beaucoup d'islamophobie, etc. Donc, on est dans une vague où, de toute façon, il n'y a pas grand-chose à faire, je veux dire, pour stigmatiser le Hamas de toute façon et faire en sorte de le montrer en épouvantail. Mais je dirais que l'évolution politique des choses, pour moi, ne va pas aller vers une plus grande stigmatisation. Au contraire. Merci Inès. François? Oui, alors peut-être juste aussi un mot sur le Hamas. Donc, comme je l'ai indiqué, le Hamas avait accepté de jouer le jeu. Donc, je crois que c'est quelque chose qu'ils ont tout à fait anticipé. Et quelque part, probablement que même, ils trouveront une sorte d'audience particulière et de forum s'ils se retrouvent à La Haye et ils pourront expliquer finalement pourquoi ils sont amenés à tirer des missiles d'une certaine manière, etc. Et à porter le débat sur ce terrain-là. Donc, je ne suis pas certain que ça irait effectivement dans un sens de stigmatisation. Et puis, ils montreraient qu'ils sont prêts à jouer le jeu juridiquement. Sur les franco-israéliens, alors oui, donc ils sont à double titre, à la fois du fait de la compétence territoriale, du fait de la nationalité française, ils pourraient dès lors être jugés par la Cour pénale internationale. Simplement, comme je l'ai indiqué, la Cour
va se limiter uniquement aux responsabilités les plus hautes et donc ne va pas aller dans le sens de poursuivre des personnes qui seraient responsables d'un fait individuel ou isolé, c'est-à-dire d'avoir tiré sur une personne. Donc, on va plutôt viser des bombardements, donc des choses qui ont une certaine échelle. Et donc là, ça va plutôt relever en fait de juridiction nationale de ce point de vue-là. Enfin, le blocus de Gaza, alors comme tel, le blocus n'est pas criminalisé, donc il faut bien comprendre que ne relève des crimes de guerre ou des crimes contre l'humanité que certains faits bien déterminés qui sont repris dans le statut de Rome. Ça veut dire que toute violation du droit international par Israël et même toute violation du droit des conflits armés ne donne pas forcément lieu à crime de guerre ou à incrimination. Donc seulement les faits les plus graves donnent lieu à incrimination. Et le blocus de Gaza ne serait pas visé par une incrimination tout à fait spécifique, mais pourrait rentrer dans les crimes contre l'humanité. C'est justement ça l'intérêt de pouvoir retenir comme qualification les crimes contre l'humanité, et que ça permet de prendre un ensemble de politiques de manière plus globale et les effets plus globaux de cette politique. Et en particulier, le blocus de Gaza pourrait entrer dans un crime contre l'humanité qui s'appelle le crime de persécution et qui consiste à commettre des violations des droits humains de très grande échelle contre une population à raison de l'identité ethnique ou nationale de cette population. Et évidemment, là, on voit l'aspect discriminatoire de la politique menée par Israël dans les territoires palestiniens occupés. Et donc, on pourrait inclure la punition collective que constitue le blocus de Gaza dans notamment le crime de persécution. Donc, c'est là où, évidemment, il y a encore beaucoup de marge de manœuvre dans le chef du bureau du procureur et on espérerait qu'il aille beaucoup plus loin que simplement, disons, de manière assez prudente. Alors là, je crois qu'il y a mon chat qui doit être sur mon clavier à l'autre bout de l'appartement et alors il déclenche, je ne sais pas, je pense que vous entendez un peu de bruit. Voilà, mais je pense que je vais m'arrêter là pour le moment. Bon, il n'était peut-être pas d'accord, mais bon. Ben, merci beaucoup. Merci François, merci Inès. Vraiment, c'était voilà, vous avez répondu à toutes les questions. C'était vraiment très riche, très, très intéressant pour nous tous. Je pense que tout le monde est d'accord. La séance, elle a été filmée, donc bien sûr, on va la mettre, bien sûr, sauf des accords de la part de François ou Inès, on va la mettre sur les réseaux sociaux, elle va être sur le site de la FPS. Et donc, n'hésitez pas à la diffuser, à la montrer, à la diffuser, parce que de toute façon, c'est le seul moyen pour nous de faire parler de la question de la juridiction internationale concernant les crimes commis par des responsables israéliens. Donc, c'est à nous de continuer à faire ce travail. Merci beaucoup. Merci à tous les participants. Donc, nous étions quand même une centaine, ce qui est pas mal quand même. Donc, je rappelle donc l'enregistrement qui va être diffusé, mais il y a aussi une brochure qui a été réalisée en 2015 par l'Association France-Palestine Solidarité et la Fondation Gabriel Péry. Donc, vous pouvez demander, donc voilà, on la voit sur l'écran, la Palestine et la CPI, donc avec Alia Aoun, William Bourdon et Christine Chanet. Donc, vous pouvez la commander auprès de la CPI, auprès de la FPS, auprès de 5 euros. Sinon, de toutes les façons, on pourrait très bientôt, on va la mettre en ligne en PDF. Vous pouvez la voir parce que je pense que même les articles, même s'ils datent de 6 ans, ils sont toujours d'actualité parce qu'ils expliquent en grande partie tout ce que François nous a dit tout à l'heure sur le parcours qui a été celui des Palestiniens pour arriver justement à ce que leur cas intéresse plutôt la Cour pénale internationale. Donc, merci beaucoup. Merci François. Merci Inès. Et donc, voilà, c'était vraiment un moment extrêmement riche. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Et au match.